je parlais avec des plasmas en phase de convalescence. C'est une nouvelle approche, pas aussi nouvelle, mais j'essaie maintenant de partager avec vous notre expérience dans notre centre, qu'on a essayé de faire une étude euh, pour le plasma frais chez les patients en état critique. Le plasma en phase de convalescence, elle faisait partie des traitements diagnostiques du COVID-19. Les résultats préliminaires montraient l'efficacité de la transfusion de plasma dans les traitements des patients infectés. J'ai dit résultats préliminaires parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont entamé ce sujet. La grande partie de ces études elles sont en cours. Pour rappel, j'ai eu ce tableau qui est publié en avril 2020, GCI. Et là, on s'est basé sur l'expérience des autres études auparavant, au moment de SARS-1. Il y a aussi la plus grande étude était à Hong Kong. Ils ont donné à 80 patients des plasmas frais. Ils n'ont pas fait un titre des anticorps contre ce virus avant. Ils ont remarqué qu'il y a 33 patients, ils ont eu une évolution favorable. Et ça veut dire 41% de tous les patients, ils ont cette évolution favorable. En ce qui concerne COVID, il y a une étude à Wuhan avec ça, 10 patients et tous les 10 patients, ils ont eu une évolution favorable et sans effets secondaires. À Wuhan, ils ont fait auparavant un titrage des anticorps anti-SARS-CoV-2. Et il y a une deuxième étude aussi en Chine. Ici, ils ont aussi à travers la méthode ELISA, ils ont titré les anticorps anti-SARS-CoV-2. Ils ont donné à 5 patients. Et ces 5 patients, ils ont eu une évolution favorable sans effet majeur. Je viens ici de vous montrer une étude qui vient d'être ce mois-ci publiée dans un journal sud-coréen. C'est une étude de la Sud-Corée. Ils ont traité 2 patients et on voit ici, au moment de donner de méthylprédnisolone, ce sont des cortisones et aussi de plasma convalescence, il y a vu une amélioration de FiO2 et PaO2 et une diminution continue de CRP. Et ça, c'est le deuxième patient, c'est la même chose. Et on s'est basé sur ces études pour entamer une étude ici en Allemagne, multicentrique, dont notre centre fait partie. Ici, on a traité 6 patients avec cette méthode. Et là, je voudrais vous présenter un cas chez nous comme un case report ou un cas clinique. C'est une infirmière âgée de 36 ans qui travaille dans un hôpital régional ici, dans un service de réanimation sans antécédents médicaux et qu'il était infecté avec COVID-19, avec la forme grave de cette infection. Je commence avec le bilan d'admission. Comme vous voyez ici, la bilirubine totale était très élevée. C'est 3, le norme jusqu'à 1 et après dominance de bilirubine directe. Ça veut dire qu'il montre une hémolyse active. L'hémoglobine libre était à 120 et les normes, c'était maximum 20. Ça veut dire qu'il y a une hémolyse active chez cette patiente. La deuxième, c'était une insuffisance hépatique. Les ALAT étaient à 10 fois plus hautes que la normale. Gamma GT était à 2000 et la norme, c'était à 38. Ça veut dire que la patiente elle était en état d'insuffisance hépatique aiguë. Créatinine était normale, mais à cause de la dialyse,
Normalement, il était aussi en insuffisance rénale aiguë. Les d'autres, c'était CRP. CRP était à 26, les normes jusqu'à 0,5. Il y avait une leucopénie à 700. Par la suite, elle s'est diminuée jusqu'à 500. Une thrombocytopénie à 13 000. On a eu l'hémoglobine était à 12, mais à cause des transfusions sanguines. Pour là, on a vu cette patiente, c'était en état très grave. Procalcitonie était à 60. Ici, et c'est très important, c'est les dédimères, c'était à 2,2 et les antithrombines 3 à 24, alors que les normes étaient à 120. Donc, on a vu une consommation accrue des facteurs de coagulation. Pour la suite, c'était une acidose lactique. Lactate était à 13, presque 13. Pour l'oxygénation, était pas mal. PO2 était à 139 et PCO2 c'était à 34. Pour la suite, on a fait une radiologie. Comme on le sait, avec le COVID-19, c'était l'image typique à cause sont des poumons qui sont blanches, une pneumopathie interstitielle aiguë bilatérale. On voit dans le TDM ici, il y a aussi une pleurésie droite. On passe par la suite pour la clinique. Quand on a vu ces lésions cutanées, on a dit, voilà, ach du Scheiße, auf Deutsch. Das heißt, l'état était grave pour la patiente. Ce sont des lésions, ce sont des purpura dues à une coagulopathie intravasale disséminée. Il a eu aussi des micro-embolies partout, aussi au cerveau, à TDM, on a vu des infarctus lacunaires. Ça, chez une patiente, pour nous, quand on a vu ça, on a dit, voilà, on va perdre la première patiente qui est dans le corps médical ici en Allemagne. Parce que c'est une image d'un choc septique grave avec atteinte multiorganique et une coagulopathie intravasale disséminée. Pour gagner un peu du temps, on a mis la patiente sous ECMO. C'est une oxygénation par membrane extracorporelle. C'est pour un support hémodynamique. Ça consiste à retirer du sang à travers une pompe, puis un oxygénateur, puis on le remet dans le système artériel pour un support hémodynamique et aussi pour un support respiratoire. Voici les médicaments qu'on a utilisés pour cette patiente. Ici, il y a des polycatécholamines, agripressine, norépinéphrine, dobutamine, épinéphrine avec des hautes doses. Il y avait ici des transfusions des plaquettes, des transfusions des globules blancs, des globules rouges, des transfusions de antithrombine 3 pour équilibrer cette coagulopathie intravasale. Antibiotiques, on a donné de méropenem, aniludafongine et clarithromycine. Là, par leucopénie, on a pensé qu'une surinfection est très probable chez cette patiente. C'est pour ça qu'on a donné des antibiotiques et des antifongiques. Et là, j'ai eu une courbe ici pour montrer le développement de lactate. Après l'installation de l'ECMO ici, on a vu une diminution constante de lactate. Ici, on a mis du FFP, du plasma frais, et on voit l'évolution des leucocytes qui sont en train de développer ici de manière rapide. Et l'autre courbe, c'était normalement le procalcitonin, c'est le marqueur d'inflammation qui était ici en réduction continue. Et la même chose était remarquée
attends. Freies Hämoglobin oder c'est les hémoglobines libres, un marqueur d'hémolyse. On a vu ici, c'est le leucocyte en augmentant l'hémoglobine libre, elle était en chute libre. Et ça a montré une évolution favorable pour cette patiente. Après, par la suite, on a essayé de faire le weaning et on a pu l'extuber après 2 semaines et demie. Il y a un peu des opacités résiduelles, mais on est certes que la patiente a beaucoup profité de cette thérapie maximum qu'on a pu donner pour cette patiente. On est très heureux qu'elle ait été extubée. Maintenant, neurologique, il va bien, il va mieux. On essaie maintenant de faire la physiothérapie et tout le reste. Dans cette étude, on a traité 6 patients avec le plasma frais. 2 patients ont été extubés. 3 patients, ils ont montré une évolution très favorable. On planifie l'extubation la semaine prochaine. Un patient, on l'a perdu. Elle est décédée, mais elle était venue chez nous très tard. On n'a pas pu le sauver. Et comme take-home message, je voudrais parler de cette méthode qui a montré après 12 heures et 24 heures de la transfusion une amélioration des symptômes, une baisse significative des indices inflammatoires majeurs. Aussi, la saturation en oxygène s'est améliorée très rapidement. Les experts ont indiqué que sur la base du processus de pathologie clinique, la plupart des patients guéris produisent des anticorps spécifiques contre le virus. Cette collecte ou la préparation du test en phase de convalescence sont sûres, matures et rapides. Et la thérapie du plasma en phase de convalescence pourrait être une méthode efficace pour réduire le taux de mortalité chez les patients en état critique. Et là, je dis merci pour votre attention.